Bonjour. Ça fait de bien de voir une salle remplie à 7 niveaux, et même en ligne, de voir autant de monde qui sont participés pour cette présentation. Je pense que c'est un très bon signe pour toutes les communautés qui montrent à quel niveau il est très important pour tout le monde de participer aujourd'hui. Bon, je répète. L'an passé, c'était quand même une année difficile pour nous tous à l'église. C'était pas facile, mais quand même. Oui! Un peu plus fort, merci. D'accord! Bien maintenant? Oui! Moi, je disais que c'était un peu difficile pour nous tous à l'église à cause du décès de lui, mais la vie continue, mais quand même aujourd'hui, on est bien content que Steve n'est pas dans une capacité de Père Noël, mais notre rôle, dès qu'on est, il faut que Steve a décidé que ça passait bien et qu'il prend la direction de l'église. Comme organisateur des conférences, on dit que ça devrait être une bonne occasion pour qu'on invite Steve pour donner une conférence les jeudis pour tout le monde. Ça est devenu comme régulière routine qu'il y a en présentation. Pour qu'il nous donne un peu de sa vision pour la direction. Mais je pense que vous connaissez tous Steve, mais pour les gens qui ne connaissent pas Steve, prof depuis 2008 à l'Université Laval, depuis 2009 membre de l'UBI, c'est toujours là, travailler sur les bactéries, tout ça. Steve est actif au niveau de scientifique, publication, plus de 140, plus de 500 présentations à différents niveaux. Ah, je ne les ai pas fait tout seul. Mais une chose comme moi, j'étais beaucoup plus intéressé par rapport au travail de Steve, c'était son capacité de communication scientifique. Une très bonne présentation sur le micro, plus récemment ici à l'école. Vision. Stage is yours. Merci beaucoup. Est-ce que les gens en Zoom, vous m'entendez bien? Un petit pouce à quelque part, peut-être, va m'aider à savoir. OK, parfait, merci. Ceux qui sont dans la salle, vous êtes contents que la version hybride existe aujourd'hui parce qu'il y a 30 personnes sur le Zoom. Alors, rajouter 30 personnes dans la salle, il ferait vraiment plus chaud. Mais je suis content que vous soyez nombreux. Je trouve qu'il fait tout le temps trop froid dans cette salle ici. Donc là, on va réchauffer l'ambiance tout le monde ensemble. Alors, merci beaucoup, David, pour la présentation. Merci tout le monde d'être là. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Merci à ceux qui se sont occupés de la pizza plutôt pour le service et tout ça. C'est super apprécié. Et donc, comme David l'a dit, on ne parlera pas beaucoup de science aujourd'hui en tant que tel. On va parler plutôt de nous comme institut, et un peu de moi aussi comme rôle que je compte jouer dans le courant des prochaines années. Alors, pourquoi j'ai écrit au cours des 3 prochaines années, c'est tout simplement la durée d'un mandat de direction d'institut. Alors, on peut parler sur du très long terme après, mais peut-être que je ne serai plus la personne responsable à ce moment-là. Alors, j'ai divisé ma présentation en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous faire un résumé de qui je suis, d'où je viens, qui va peut-être donner une idée un peu de qu'est-ce que je compte faire au cours des 3 prochaines années. Après ça, on va parler de l'IBIS en tant que tel, ce que moi, je pense avoir identifié comme étant des forces, des enjeux potentiels. Et dans la 3e partie, quand vous aurez tous fini de manger votre pizza, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez m'exprimer vos réflexions par rapport à notre futur commun.
Donc, Davoud en a déjà fait allusion à une partie. Moi j'ai un bac en biochimie fait ici à l'Université Laval terminé en 1997. Au départ, j'ai comme hésité entre la médecine et la biochimie. J'ai failli devenir médecin, mais on m'a refusé pour une histoire de code Z, de 1 centième de code Z. Puis honnêtement, je vois ça avec le recul maintenant, je suis très content d'être biochimiste. Mais même encore là, j'ai un problème d'identité parce qu'après ça, j'ai fait un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Donc, est-ce que je suis un biochimiste? Est-ce que je suis un biologiste cellulaire? C'est pas clair non plus parce que maintenant, j'enseigne en microbiologie. Alors, moi, je suis toujours tout le temps tout mêlé dans ma façon de me définir. Mais d'ailleurs, j'ai un parcours scientifique qui est un peu inhabituel puisque j'ai fait mes études graduées sur le stress chez les cellules cancéreuses. Donc, j'étais au Centre de cancérologie à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et par la suite, j'ai décidé d'aller dans complètement d'autres choses. J'étais un petit peu tanné des cellules en culture, des cellules cancéreuses en culture. Donc, je suis allé faire 1 an de postdoc à Zurich en travaillant sur le modèle C. elegans pour étudier la fructose, donc la mort cellulaire programmée dans ce modèle-là. Puis après, j'ai passé 4 super années à Genève où est-ce que j'ai étudié la voie phagocytique de l'amide Dictyostelium discoidea, qui était un peu mon point de départ dans ma carrière de chercheur. Et c'est sur ça que je travaillais principalement quand je suis arrivé ici comme professeur au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique en 2008. Donc, j'ai été embauché pour enseigner le cours d'écologie microbienne dans le contexte que je faisais justement de l'écologie microbienne avec mon modèle AMID et des interactions avec des bactéries. Puis, avec le temps, j'ai développé beaucoup aussi l'aspect de communication scientifique. On a des cours départements qui ont été développés pour essayer d'aider les étudiants à augmenter leurs compétences dans ce domaine-là. Puis, en 2009, au départ, quand j'ai été recruté, j'étais physiquement à l'IUCTQ. Puis, en 2009, alors que Roger et d'autres membres de l'époque démarraient l'Institut de biologie intégrative et des systèmes, on m'a offert de m'en venir ici. J'y voyais vraiment un gros avantage pour plusieurs raisons, dont un purement pratique. Ben, j'étais juste à côté du pavillon ce que j'enseignais parce que sinon, je le faisais en trottinette. Moi, j'étais très avant-gardiste parce que je me déplaçais en trottinette en 2008. Mais il n'y en avait pas des électriques. J'avoue, honnêtement, que je suis jaloux des gens qui font de la trottinette électrique aujourd'hui. Bon. Plus sérieusement, dans mon parcours, j'ai aussi été directeur du département de biochimie de 2015 à 2019. Je vais revenir sur ça. Alors, mes activités de recherche sont vraiment nombreuses et diversifiées. Et donc, on travaille principalement maintenant sur les bactéries pathogènes qui vont présenter entre autres des résistances aux antibiotiques et comment trouver des alternatives à ça. Et l'amide Dictyostelium qui est représenté par mon petit personnage un peu trop dentelé, sont en fait notre modèle qui nous sert entre autres à étudier ces facteurs de virulence-là, l'activité des bactéries, etc. Donc, ça représente un peu les publications des 5 dernières années, des différents sujets sur lesquels on s'intéresse. Comme vous avez pu voir, il y a un mot qui ressort beaucoup, c'est la bactérie Aeromonas salmonella, qui est un agent pathogène de poisson, sur lequel on publie beaucoup. On s'intéresse entre autres aux plasmides, la génomique, tout ça, c'est quelque chose qui ressort. Mais c'est pas tout à fait représentatif nos 5 dernières années de publication sur ce qu'on fait aussi maintenant, parce qu'on a démarré un autre projet, celui sur Staphylococcus ciliicus, qui est une bactérie qui cause des problèmes chez les porcelets. Donc, on est vraiment là dans les intérêts du laboratoire sont sur des agents pathogènes en lien avec les productions animales présentes. À une autre époque, j'ai travaillé aussi sur Pseudomonas aeruginosa de façon beaucoup plus importante et mon intérêt fluctue en fonction de mon intérêt pour différents agents pathogènes fluctue en fonction des opportunités qu'on a aussi de collaboration et des surprises que ces différentes bactéries-là peuvent nous réserver. Davoud en a fait aussi allusion. Dans mon parcours de professeur, j'ai aussi été beaucoup intéressé par la vulgarisation scientifique. J'en ai fait même avant ça, du temps que j'étais aux études graduées.
Et dans les années 2010, on a eu l'idée de faire un cours pas gradué, mais un cours universitaire qui porte sur la microbiologie, qui est accessible à tous les gens qui sont à l'Université Laval, sauf les étudiants de microbiologie. Et le nom de ce cours-là, c'est Microbes et vous. Il est actif depuis 2018. Je travaille sur ce cours-là avec, entre autres, Cynthia Gagné-Thillerge, qui est ici à l'IBIS. Et on a la possibilité d'offrir le cours à plus de 1000 étudiants par année qui le suivent en ligne à chaque fois. Je donne aussi des conférences dans les écoles secondaires, les cégeps, et tout ça m'a amené aussi avec Cynthia à développer la plateforme Microbes pour tous, qui est un site web sur lequel on retrouve de l'information vulgarisée sur les microbes et qui s'adresse, depuis le début, on dit que ça s'adresse aux adolescents, mais en réalité, c'est une façon de déguiser pour dire qu'on s'adresse à un grand public. Mais à l'époque, pour obtenir le financement pour ce projet-là, il fallait cibler un public particulier, mais nous avons tous entre 12 et 17 ans dans notre cœur, donc vous pouvez tous aller voir ça et trouver votre bonheur. Alors, dès mon arrivée à l'IBIS en 2009, je me suis beaucoup intéressé à la vie scientifique, mais à la vie en général de notre institut. Et je me suis retrouvé à m'impliquer dans différentes choses. Donc, la première chose que j'ai fait quand j'étais à l'IBIS, quand je suis arrivé à l'IBIS, c'était de développer ce que vous connaissez encore aujourd'hui, qui sont les interlabs. Et donc, on a commencé ça en 2009. Il y avait Christian Landry, Nadia aussi, qui était impliqué dans ça au départ. Alors, je m'en suis occupé pendant 4 ans. Et pour vous donner une idée, à l'époque, on avait des présentations toutes les semaines pendant plusieurs années. Là, on est tombé à un rythme un petit peu différent, mais je vais revenir à ça tantôt à la fin de ma présentation. Puis par la suite, étant donné que ma recherche implique beaucoup la microscopie, je me suis impliqué dans le comité de microscopie, qui après ça a été, les 3 comités de plateforme ont été fusionnés à une seule à partir de 2020 à l'initiative de Louis Bernatchez. Donc, j'ai été membre de ce comité-là à partir de 2020. J'ai aussi fait partie du conseil de l'Institut et du conseil de direction et d'orientation à partir du moment où Louis est devenu directeur en 2018. Conseil d'Institut qui a été créé à peu près au même moment. Puis, j'ai aussi participé à différentes demandes de subvention pour l'acquisition d'équipements, dont un microscope électronique à transmission qui est en train d'être installé là, ici récemment. Puis, je suis aussi membre du club social depuis 1 an et demi environ. Puis, donc, entre autres, ça m'a permis de jouer le rôle du Père Noël les 2 dernières années. Donc, comme vous pouvez voir, mon parcours est assez diversifié. Moi, je suis un touche-à-tout, c'est ça l'affaire. Moi, si je ne me retiens pas, je fais trop de choses. Et donc, il faut que je me calme à l'occasion. Puis ça, je fais ça souvent pour ceux qui le savent, là, je suis un AFOL, c'est Adulte Fan of Lego. Et, je m'en cache pas, j'ai pas une bonne idée de mon inventaire, mais je dois être rendu à 250 000 de pièces de Lego chez nous. Donc, vous avez besoin de quoi, je peux vous le construire sans problème. Maud peut confirmer, la semaine passée, j'ai fait un support à tube parce qu'on ne trouvait pas le bon format. J'ai fait ça en Lego, donc il n'y a pas de limite. Plus sérieusement, pendant que j'étais directeur de mon département, bien sûr, ça m'a aidé à développer le côté gestion de personnel, gestion financière. Mais un des principaux objectifs que j'avais à l'époque, puisque j'étais directeur de département, c'était essayer de redonner un peu plus de vie au département. Le département de biochimie, microbiologie, bioinformatique, vous devez savoir que c'est un département qui est éclaté, dans le sens où est-ce qu'on est 20 professeurs, mais qui sont répartis un peu partout à Québec. On a des professeurs qui sont à Cerveau, à Beauport. On a 2 chercheurs qui sont à l'UCPQ. On a une autre chercheur qui est au CHUL et la plupart des gens sont ici. Donc, le fait qu'on est éparpillés un peu partout comme ça fait en sorte qu'on ne se voit pas souvent, les étudiants ne se connaissent pas entre eux. Et ça avait été une grande préoccupation pour moi d'essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'ils sont un département et qu'ils peuvent collaborer, faire des choses ensemble. Et donc, pour ces raisons-là, j'ai essayé de donner un peu plus de vie dans le département, ce qui s'est traduit par différentes choses qu'on a fait, ont
inclut la personne qui parle, mais aussi plein d'autres personnes au département qui étaient volontaires dans ces différents projets-là. Donc, on a créé une activité qui était en lien avec la collation des grades. On a fait un groupe Facebook privé sur lequel, du temps où j'étais directeur, on a réussi à monter à 600 personnes qui étaient présentes sur le groupe, qui est encore actif aujourd'hui, qui recrute de temps en temps encore, grosso modo, des dizaines de nouvelles personnes à chaque année. Le seul défaut, si vous le savez, Facebook, c'est tant la tasse de thé de bien des gens, donc c'est une formule qui est en train de mourir, comme vous le savez. On a créé une infolettre aussi qui s'appelle Le Colis. Je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots. Ça ne vient pas de moi, là, c'est Moira Dion à l'époque qui avait proposé ce nom-là pour notre infolettre. On a aussi fait des activités pour les fêtes, on a soutenu des activités étudiantes. Il y a eu, entre autres, le Cabaret AdLab qui avait été créé à l'époque. Cabaret AdLab qui revient pour la première fois depuis 4 ans cette année. Bon, je vous en fais de la pub parce qu'il y a quand même beaucoup de membres de notre département qui font partie d'IBIS. Donc, le 19 mars prochain, si vous êtes intéressé, on relayera l'information aux membres de l'IBIS, mais il y aura une activité de vulgarisation scientifique faite par les étudiants. Alors, vous serez invité en grand nombre à aller voir ce qu'ils font. Donc, en gros, c'est mon parcours. Et de ça m'a permis de réfléchir. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont amené à me dire que prendre la direction de l'IBIS, c'est quelque chose que je me sentais capable de faire. Mais honnêtement, il y a plein de choses qui me disent que l'IBIS est un très bon endroit pour être directeur d'un institut parce que c'est un institut qui va bien. C'est un institut qui est en santé. Et ça, déjà en partant, quand on se lance dans l'idée de devenir le directeur d'une structure, si la structure va bien, c'est déjà plus rassurant que d'embarquer dans quelque chose qui va pas. Alors, pour ceux qui ne le savent pas nécessairement, vous faites peut-être partie de l'IBIS, mais vous ne la connaissez peut-être pas tant que ça, votre institut. Sachez qu'il y a des gens ici de 4 facultés différentes. Donc, il y a des gens de sciences et génie, il y a des gens de foresterie, géographie et géométrie, d'agriculture et alimentation et de médecine. Et pour moi, c'est une des forces de l'Institut, c'est cette diversité-là de différentes thématiques de recherche qui se rencontrent tous au même endroit et qui font en sorte que ça peut donner des collaborations qu'on n'aurait peut-être jamais eu la possibilité de faire autrement. Donc, l'IBIS, c'est aussi pas juste le fait de cette diversité dans ces thématiques qu'on en retire une certaine force, mais aussi c'est dans la diversité de la représentativité des chercheurs. Quand vous prenez le temps de regarder la liste des chercheurs qui sont membres de l'IBIS, on se rend compte qu'on a vraiment une palette incroyable de toutes sortes d'expertise, d'intérêts, tout ça qui font en sorte que moi, j'aime bien cette idée de la diversité qui peut amener toutes sortes d'opportunités pour nous. La preuve, c'est qu'on a un excellent niveau de financement. On a plusieurs chercheurs qui vont chercher des subventions d'importance en plus de tous les autres financements collaboratifs qui peuvent être obtenus. Il ne faut pas s'en cacher, là, on a plusieurs membres de notre institut qui ont aussi des renommées dans leur domaine et même au-delà qui sont vraiment importantes. Donc, c'est très bien pour notre institut en ce sens-là aussi. On a, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut en être fier, c'est des plateformes de services avec des gens super compétents qui savent ce qu'ils font et qui nous permettent d'avoir des services pour nous, mais aussi pour le reste de la collectivité de l'Université Laval qui sont vraiment intéressants. On a aussi, et là, je les découvre de plus en plus à chaque jour, un personnel administratif et de soutien hyper compétent, intéressant, volontaire. Donc, tout ça, pour moi, là, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant, très positif. Et, dans le fond, ça démontre qu'on a déjà un dynamisme à l'IBIS qui est non négligeable et on doit en être très content. Quels sont les enjeux pour le futur? Il y en a plusieurs. Moi, je pense qu'on n'est personne sorti totalement indemne de la pandémie. Pour toutes sortes de raisons, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles. On a tous eu un impact ou un autre par rapport à la pandémie. Peut-être pas la maladie en tant que telle, mais les conséquences sociales que la pandémie a eues. Et moi, ce que je ressens, et je ne pense pas être le seul à sentir ça, c'est le fait qu'il y a eu une sorte de perte d'intérêt pour le collectif,
pour les choses que l'on fait ensemble. J'ai l'impression que, pour toutes sortes de raisons, télétravail ou autres, on fait en sorte que les gens sont peut-être moins motivés par ces aspects-là. Et j'aimerais bien qu'on réussisse à rebâtir cet aspect-là, l'aspect vivre ensemble, on est ensemble, ça devrait être intéressant. Autre chose, c'est que les étudiants vont et viennent. Donc, les étudiants qui étaient là en 2019, beaucoup d'entre eux ne sont plus là et on a des nouveaux étudiants qui n'ont pas nécessairement connu ce qui se faisait avant. Donc, quand on n'a pas une bonne idée de comment fonctionnaient les choses avant, on ne peut pas avoir comme réflexe de se dire, on devrait proposer telle activité, on devrait faire telle chose, parce qu'on n'a pas idée que ça peut être possible nécessairement. Je donne un exemple concret de ça, qui n'est pas lié à l'IBIS, mais qui est tout à fait parlant en réalité. À mon département, avant la pandémie, les finissants faisaient à chaque année un événement au mois d'avril qui était comme une sorte de gala méritas, mais plus humoristique que d'autres choses. Ça s'appelait le PESTAC, c'est pas une erreur, ça s'appelait le PESTAC. Et les étudiants maintenant ne le font plus, le PESTAC, parce que ça s'est perdu. Au bout de 2 ans, c'était fini. Il n'y avait plus de mémoire de ça. Donc, la même chose pour nos étudiants aujourd'hui. Peut-être que vous avez des idées, des choses que vous voudriez essayer, mais vous ne savez pas que c'est possible. Mais je vous le dis, venez me voir, venez nous parler, puis on va voir ensemble si on peut mettre ça en place. Autre enjeu, on a beaucoup de nouveaux chercheurs qui sont arrivés et d'autres qui vont arriver. Je reçois des informations à l'effet qu'on en aura bientôt des nouveaux. Et il faudra trouver une façon d'accueillir et d'intégrer tout ce beau monde. Et on a aussi nos chercheurs extramuraux. C'est quelque chose qui a été imaginé par Louis, mis en place par Louis du temps de son mandat. Il faudra voir comment on fait pour mieux intégrer ces chercheurs-là à notre vie ibicienne au cours des prochaines années. Parce que le but, en réalité, c'est de faire en sorte qu'on retrouve l'envie de faire de la musique tout le monde ensemble, qu'on s'amuse à faire des choses ensemble, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va en ressortir? Tout le monde va être plus content de faire son parcours ici à l'IBIS, que ce soit un parcours très court de stagiaire de 3 mois, d'étudiant gradué de quelques années, ou pour certains d'entre vous, pour le restant de votre carrière. Ça veut dire plusieurs décennies. Donc, plusieurs décennies au même endroit, le défi, c'est d'avoir du fun pendant tout ça. J'avais déjà commencé une certaine réflexion depuis un certain temps sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut redonner à tous cette envie-là de faire des choses ensemble. Et puis, il y a plusieurs choses qu'on peut imaginer. La liste ici n'est pas complète, mais entre autres, augmenter le sentiment d'appartenance. Et ça peut passer par plein de choses. Dernièrement, vous avez vu passer cette semaine de la vente de vêtements à l'image de l'Église. Ça peut être par tout simplement vous encourager à participer aux différentes activités. Vous venez, là, vous vous rendez compte que c'est le fun, puis ça vous donne le goût de revenir. Puis vous en parlez à vos collègues, qu'eux aussi ils viennent, puis finalement, la salle ici devient trop petite, puis on va être obligé de penser à agrandir l'Église. Ça peut être une option. Favoriser les nouvelles collaborations. Mine de rien, comme je l'ai dit tantôt, la diversité des chercheurs à l'IBIS, je crois que c'est une de nos forces et il y a vraiment moyen de tirer profit, de collaborer les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence, je l'espère, c'est d'accroître l'impact de notre recherche. Je pense que nous tous ici, on fait ce travail-là pas juste pour le plaisir intellectuel de découvrir de nouvelles choses, mais dans le fond, au fond de vous, vous avez tous, je le pense, cette volonté aussi qu'on apporte quelque chose à la société, qu'on ait un apport concret au bien-être des gens qui nous entourent. Puis, un autre objectif qu'on peut avoir en tête, c'est d'augmenter la polyvalence de nos étudiants et étudiantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans un environnement de recherche qui évolue d'une certaine façon et qui va encore évoluer dans le futur. Je pense que c'est super intéressant pour les étudiants de leur faire découvrir de nouvelles choses. Moi, une chose que j'ai en tête qui me travaille depuis longtemps, c'est entre autres l'entrepreneuriat. Donc, si on pouvait exposer nos étudiants à ce concept-là pour leur faire voir que finalement, il n'y a rien d'impossible et que peut-être vous auriez le potentiel de développer votre propre entreprise. Moi, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est
pas tous les étudiants qui ont un parcours qui les amène vers l'académique après leurs études. Donc, ça peut être un autre débouché qui serait intéressant à développer avec. Alors, tout ça m'a amené à avoir 3 idées maîtresses pour mes 3 années pour augmenter ce sentiment-là d'appartenance, entre autres. C'est de se connaître, c'est de s'apprécier et de réussir ensemble. Et se connaître, ça a l'air fou, mais c'est la première étape la plus importante dans mon vie. Ça devient toujours plus facile de travailler avec quelqu'un si vous savez qui il est, c'est quoi sa réalité, d'où il vient, où il s'en va, etc., que si on est face à des inconnus en permanence. Se croiser dans les corridors, c'est super frustrant parce que si vous ne connaissez pas l'autre, vous n'avez pas le réflexe d'y aller. C'est normal. Et si on trouve des moyens de casser ça et de faire en sorte que les gens puissent se connaître, ça va aider. Et donc, les 2 autres viennent automatiquement après. Donc, si on se connaît bien, on a de fortes chances de s'apprécier, je l'espère. Puis après ça, d'avoir le goût de faire des choses ensemble et de réussir. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider ça. Le premier, c'est améliorer nos moyens de communication. Moi, je pense que c'est vraiment la base à plusieurs niveaux pour la réussite. Je vais revenir avec ce point-là tantôt. Je suis aussi dans un état d'esprit où est-ce que je ne veux pas prendre des décisions seul dans ma tour d'ivoire. Moi, je suis vraiment là pour vous. Et donc, votre opinion, vos suggestions, votre rapport, pour moi, c'est super important. Donc, il y aura des consultations au cours des prochaines semaines. Ça commence aujourd'hui, comme vous avez compris, après que je vais terminer ma présentation. Puis, je veux m'intéresser autant aux gens qui sont à l'intérieur de la bâtisse qu'à ceux qui sont à l'extérieur, mais qui font partie de la vie ipsienne pour être capable d'impliquer tout le monde. Et par la suite, selon ce qui aura ressorti de la consultation, ben, on mettra des outils en place. Mais parmi les choses qui, à première vue, me semblent intéressantes à explorer, c'est une formule renouvelée du courriel hebdomadaire. On va même en avoir un premier exemple dès aujourd'hui. Je réfléchis à voir, puis ça va être un point que je vais emmener dans la discussion, dans la consultation. Est-ce que ça serait pertinent d'avoir un groupe de discussion en ligne qui serait ouvert à l'ensemble des membres de l'IBIS ou sous-divisé en fonction de, par exemple, les étudiants, les chercheurs, etc., pour, par exemple, faciliter certains échanges qui pourraient se faire entre les membres de l'IBIS. Je veux remettre en place la retraite des chercheurs de l'IBIS. C'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis un certain temps, tout simplement parce que, il y a eu plusieurs raisons à ça. La pandémie suivie de la situation de santé que Louis a vécue, etc. Mais ce serait bien de pouvoir remettre ça en place. Puis, au travers de ça, on est à peu près une trentaine de chercheurs associés à l'IBIS. Alors, ça peut devenir difficile d'avoir une bonne idée de ce que tout le monde fait dans un temps, un délai raisonnable. Alors, je m'étais dit, pourquoi on ne ferait pas ma thèse en 180 secondes pour les chercheurs? Mais bon, les chercheurs, ça parle tout le temps plus. Je me suis dit, on pourrait inventer la MR300, donc ma recherche en 300 secondes. Ça même pas super, 5 minutes. Je vous reviendrai avec ça. Là, je cogite encore sur cette idée-là. Mais en bout de ligne, une des choses qui va être super importante aussi, c'est de raviver les différents comités de l'IBIS. On a une obligation institutionnelle pour certains de ces comités-là qui reviennent en vie. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement des obligations face à la politique des instituts, mais que j'aimerais ça qu'on puisse les remettre en place assez rapidement. Donc, c'est des choses qui vont venir dans les prochaines semaines au fur et à mesure qu'on va pouvoir faire avancer les différents dossiers. Pour ce qui est des personnes étudiantes, c'est une préoccupation qui est vraiment forte chez moi, que vous ayez un parcours avec nous qui soit le plus agréable possible. Et une des choses que je constate depuis quelques années, c'est le fait que la situation financière des étudiants et étudiantes s'est beaucoup dégradée, tout simplement, entre autres parce que les bourses ne sont plus de niveau acceptable par rapport à la réalité du coût de la vie. Donc, il y a des choses que j'aimerais réussir à mettre en place. C'est sûr, c'est en fonction de la limite des disponibilités financières de l'IBIS, mais j'aimerais bien qu'on puisse trouver une façon d'améliorer le soutien financier des étudiants dans le meilleur des cas. Je pensais à différents moyens pour ça. Et un de ceux-là, c'est par exemple de mettre en place des bourses Louis Bernatchez. Ça permettrait aussi de rendre hommage à Louis et à tout son travail qu'il a fait à l'IBIS.
Mais ces bourses-là, j'aurais dans l'idée que ça peut être une façon de reconnaître, par exemple, l'implication étudiante dans la vie communautaire de l'Église. C'est encore en réflexion, il faut que je vérifie avec mon argentier, Steve Gimard, qu'est-ce qu'on a comme capacité financière, puis je veux éventuellement aussi consulter les étudiants eux-mêmes par rapport à ça pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Donc ça, c'est un des objectifs que j'ai aussi en tête, c'est d'accompagner le comité étudiant pour les soutenir dans les différentes activités, initiatives qu'ils veulent proposer pour justement qu'ils ne se sentent pas tout seuls à essayer de construire quelque chose, mais qu'ils soient soutenus par la direction et par le personnel de l'Église. Et toujours en lien avec les étudiants, moi je pense que les étudiants gagneraient beaucoup à mieux se connaître entre les équipes, entre les étages. Les étudiants font déjà beaucoup de choses en ce sens, je trouve ça admirable, mais si on peut les aider à pouvoir le faire encore mieux ou de façon plus répétée, je pense que ça va être quelque chose de très utile. Donc, dans ma consultation des étudiants, je vais évaluer avec eux qu'est-ce qui est possible, comment on peut aller dans cette direction-là, puis eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent aussi à la base. On a un défi qui est les espaces et les équipements. Donc, si vous vous promenez dans les bus, vous avez peut-être l'impression que des fois, on ressemble plus à un musée qu'à un institut de recherche. Il y a quelques appareils que je pense que personne n'ose toucher, ne sachant pas comment s'en servir, mais ne sachant même pas à quoi sert l'appareil. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il y a un peu de ménage à faire. Et on va commencer par les espaces communs, les équipements communs. Je ne suis pas en train de dire que c'est une catastrophe et que tout est à revoir, mais je pense que malgré tout, on gagnerait collectivement à faire un peu de place dans certains endroits en enlevant des cadavres pour pouvoir avoir de la place pour mettre d'autres choses. Un autre enjeu, c'est qu'on a besoin de plus en plus de bureaux à l'IBIS. Ça, c'est une réalité que je pense que collectivement, les chercheurs vont devoir réfléchir ensemble sur l'idée que nous travaillons de plus en plus en dehors des laboratoires pour faire notre recherche. Et que donc, peut-être l'utilisation des espaces est à repenser dans certains cas pour essayer d'agrandir de part en dedans. Ça, c'est un défi qu'on a. Je commence à voir avec Steve Gilmore, entre autres, puis différents membres de l'IBIS, différents scénarios pour peut-être réussir à améliorer notre capacité à accueillir les nouvelles personnes qui arrivent, et que ce soit le plus confortable possible pour tout le monde. Mais même si c'est agrandir par en dedans, ça va prendre de l'argent. Donc, il faudra éventuellement que je parte voir des gens pour obtenir des fonds pour faire du réaménagement. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans la prochaine année, sur la base des informations que j'ai, nous allons accueillir déjà 4 nouveaux chercheurs juste en 2024-2025. Donc, ça fait déjà ces gens-là à réussir à caser au travers de tous nous autres qui sommes déjà là. Donc, je ferai des démarches auprès de certains d'entre vous, je parle particulièrement de mes collègues chercheurs, là, pour réfléchir ensemble à comment réussir à trouver de l'espace le plus efficacement possible. Pour ça, j'ai déjà commencé des démarches, entre autres, pour une première chercheur qui devrait arriver au printemps, et les autres personnes vont arriver un petit peu plus tard dans l'année. Donc, notre but, c'est ça, hein, c'est d'améliorer la gestion de l'utilisation des équipements partagés, entre autres. Puis pour ça, moi, je vois dans un rôle accru de l'aide exécutive dans ce dossier-là. Dans notre tête, on a toujours l'idée qu'on est vraiment bien organisé, mais après ça, dans la vraie vie, souvent, on a des fois un coin de labo un peu oublié qu'on n'ose pas trop toucher. Ben, ça peut-être que vous reconnaissez dans l'image de droite. Mais tout ça pour dire que l'aide exécutive, moi, je pense que c'est une personne essentielle au fonctionnement de l'IBIS. Donc, pendant les 6 dernières années, c'est Bérénice Bouga qui a joué ce rôle-là de façon admirable. Donc, elle a soutenu Louis dans toutes ses démarches au cours des 6 dernières années. C'est elle qui vous envoyait des courriels, des rapports, etc., des bons coups. C'est un travail vraiment super important qui a été fait par Bérénice. Et Bérénice est maintenant partie vers de nouveaux défis, toujours à l'intérieur de l'IBIS, mais à faire des nouvelles tâches. Et donc, on avait besoin d'une nouvelle aide exécutive. Et ça a été très simple pour moi de me dire qui pourrait prendre la relais. Et c'est pas parce qu'il y a des professionnels de recherche dans mon équipe, et c'est pas parce que ça fait 15 ans que je la connais, c'est parce que je pense que c'est vraiment la bonne personne. Donc, Valérie Paquette, qui se cache au fond présentement,
Donc, elle a fait toutes ses études avec moi, devenue professionnelle de recherche avec moi. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle est pro de recherche dans mon équipe. Elle connaît l'IBIS comme le fond de sa poche. Des fois, je lui pose des questions, puis elle me dit, ben oui, un tel, là, dans telle équipe. Ah, OK. Alors, elle a une meilleure connaissance même des gens de l'IBIS que moi. Et c'est surtout quelqu'un qui a été toujours très impliqué. Elle a été responsable du comité de développement durable. Si vous mangez dans des assiettes aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Valérie qui a eu l'idée d'implanter ça avec le comité de développement durable, avec le lave-vaisselle et tout ça à l'époque. Elle est maintenant très, très impliquée dans le club social. Les 2 derniers parties de Noël ont pu avoir lieu beaucoup grâce à Valérie et l'ensemble du comité du club social, bien entendu. Mais donc, Valérie, c'est une personne qui est débrouillarde, organisée et qui, je sais pas, ça va être la première fois que vous allez entendre ce mot-là, qui est aussi, selon moi, une vraie représentante de ce qu'on peut appeler l'intrapreneuriat. Donc, c'est des gens qui ont les mêmes caractéristiques que ceux qui se lancent en affaires et qui veulent faire ça à l'intérieur d'une organisation. Probablement plusieurs d'entre vous, vous êtes intrapreneurs, vous ne le savez pas. Donc, c'est des gens qui sont vraiment prêts à en faire plus pour faire en sorte que ça fonctionne, mais qui viennent avec des idées, des suggestions et la volonté de réaliser ce qu'ils proposent. Donc, merci Valérie. On va faire cette aventure-là ensemble au cours des prochaines années. Tout à l'heure, je disais qu'une des choses vraiment importantes qu'on avait à l'IBIS, c'était les plateformes de services. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut maintenir, qu'il faut trouver le moyen de faire même grossir avec les années. Ça va être super important de consulter les différents membres par rapport aux services que vous recevez actuellement. Les responsables de plateforme, bien sûr, sont impliqués. On va devoir relancer le comité des plateformes rapidement, je pense que c'est essentiel. Diversifier les services à faire, c'est quelque chose que les plateformes eux-mêmes, les responsables de plateformes sont eux-mêmes prêts à faire. Puis, éventuellement, augmenter la clientèle, tout simplement pour assurer la pérennité des emplois qui sont associés à ces plateformes-là, mais aussi la plateforme en elle-même. Puis, on a un défi particulier, c'est en imagerie. Quand je parle d'aller voir un musée, là, aller à la plateforme de microscopie, là, on a vraiment un vrai musée avec des appareils qui ont plus de 40 ans d'âge. Et donc, il y a vraiment un ménage à faire, un renouvellement des équipements. Donc, ça va être quelque chose de vraiment important. Et on a une opportunité aussi par rapport aux équipements en imagerie, c'est aussi le fait de pouvoir faire la biologie structurale avec des nouvelles technologies comme la cryo-IM. Peut être quelque chose qui se fait sous la responsabilité de la plateforme. Une autre chose que je pense qu'on entend tous parler beaucoup, surtout depuis le lancement de ChatGPT il y a 1 an, mais un petit peu plus d'1 an, mais qui en réalité est là depuis beaucoup plus longtemps, c'est l'intelligence artificielle. Beaucoup d'entre vous y touchez déjà. La question qu'il faut se poser, c'est à quel point il faut lui donner encore plus de place dans notre travail, dans nos recherches. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est incontournable avec tous ses défauts, mais toutes ses qualités. Donc, on aura une réflexion à faire, pas juste les chercheurs, mais tout le monde sur ça, comment on adapte la formation des étudiants, mais peut-être même des autres membres de l'IBIS par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis, il faudra aussi se poser la question un petit peu plus loin dans ce parcours-là sur l'intégration de chercheurs spécialisés dans le domaine comme membres de l'IBIS, en plus des gens qui en font déjà actuellement. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin dans cette démarche-là? Est-ce qu'avec les gens qui sont déjà là, qui en font, est-ce que c'est suffisant? C'est quelque chose à réfléchir. Puis bon, qui dit intelligence artificielle, dit infrastructure informatique, entre autres, donc il faudra aussi réévaluer à ce moment-là nos besoins en équipement versus ceux offerts par l'université. Alors, c'est quoi mon plan de match? À court terme, mais vraiment court terme, cet hiver, ce printemps, c'est des choses aussi simples que de mettre à jour les listes d'envoi. Il y a des listes d'envoi qu'on voudrait utiliser, mais qui ne sont pas nécessairement à jour. Donc, ne soyez pas surpris si dans les prochains jours, semaines, vous recevez des courriels aussi surprenants que quel est votre rôle à l'IBIS. Entre autres, pour les étudiants, il arrive régulièrement que les étudiants arrivent comme stagiaires, passent à la maîtrise puis au doctorat, mais dans la liste d'envoi, vous êtes encore des stagiaires parce que votre statut n'a pas été modifié en cours de route.
Donc, ce sera quelque chose qu'on va vouloir mettre à jour avec vous. On va faire la consultation des membres en personne et en sondage. La partie en personne, j'ai déjà commencé à la faire avec plusieurs personnes. La partie sondage va venir une fois que les listes de courriels vont être mises à jour parce que les sondages ne seront pas équivalents entre les différents groupes. Ça va être personnalisé à chacun des groupes, réactiver les différents comités, tenir une première assemblée de chercheurs, modifier la formule de communication. Donc, surveillez vos courriels. Vous devriez recevoir la première infolettre cet après-midi. Puis, bon, ça, c'est l'aspect plus administratif, structurel, là, mais il faut mettre à jour les statuts des listes. Puis, aussi retravailler les différents outils de visibilité des listes, dont le site web et tout ça. Donc, collègues chercheurs, vous serez sollicités. Si vos photos sur le site datent de plus de 10 ans, on va clairement vous demander une photo plus récente. Parce qu'on trouve que c'est un peu du mensonge d'avoir l'air plus jeune que dans la réalité quand nos sites web ne sont pas mis à jour. Sur le moyen terme, ben, ça va être d'établir le plan d'action sur la base des consultations. Notre plan stratégique est à renouveler de toute façon. Il se termine en 2020 cette année. Il va y avoir toute l'histoire de l'enjeu de la gestion des espaces qui va pas nous occuper plus qu'on voudrait. Accueillir les nouvelles équipes de recherche. On va devoir aussi se reparler d'un plan de gestion de données. Il y a déjà eu quelques échanges sur l'idée d'avoir l'utilisation des cahiers de laboratoire électroniques. C'est quelque chose que je pense qu'il faudra se reparler plus sérieusement au cours des prochains mois. Voir si on a une initiative à l'ensemble de l'Institut ou si chaque chercheur le fait comme bon lui semble. On va avoir aussi des demandes de subventions communes à réfléchir sur, par exemple, des programmes nationaux, des équipements, ces choses-là qu'on devra réfléchir, et l'intelligence artificielle, son implantation, sa présence, etc., dans le futur de notre institut. Sur le long terme, pour l'instant, j'aime mieux pas trop aller dans ça parce que la consultation n'étant pas faite encore, je ne veux pas trop m'avancer sur ce qui va arriver aussi loin que 2026. Surtout que mon mandat actuel va se terminer au 31 décembre 2026. 3 ans vont être vite passés. Mais l'idée, ça va être d'établir des actions selon les consultations sur le long terme. Mais l'objectif, globalement, c'est quoi? C'est d'être un environnement de recherche stimulant, dynamique et bienveillant, bien sûr. Alors, comment maintenir et raviver l'animation scientifique? Alors, il ne faut pas faire comme il est proposé ici, pas du tout. Il faut plutôt, à l'inverse, se dire qu'on va participer aux interlabs. Donc, les interlabs qui, pour l'instant, sont au rythme d'une fois ou 2 semaines, c'est des présentations dans un environnement sympathique, c'est-à-dire celui de l'IBIS, pour n'importe qui veut tester quelque chose ou qui a juste le goût de présenter où est-ce qu'il en est rendu dans sa recherche. Donc, c'est un format relativement court, 30 minutes plus une période de questions. Et là, je suis vraiment jaloux parce que maintenant, il y a des cafés, du café et des beignes, ce qu'il n'y avait pas en 2009 pour les interlabs. Donc, David et Alicia sont responsables de l'activité actuellement et sont en recrutement. Ils ont envoyé un courriel plus tôt cette semaine. Alors, si vous voulez faire une présentation d'ici la fin du printemps, je ne sais plus jusqu'à où vous voulez vous rendre avec votre parent, David? Il me reste beaucoup de place en mars, en avril. OK. Donc, l'invitation est lancée. Vous avez le goût de venir présenter quelque chose. Allez voir David et Alicia pour ça. Sinon, il y a aussi la journée étudiante. Alors, Justin vous a envoyé au cours des dernières semaines, particulièrement aux étudiants, des courriels désespérés pour vous dire qu'il était à la recherche de nouvelles personnes pour s'impliquer sur le comité de la journée étudiante. Journée étudiante, là, c'est vraiment important dans notre vie institutionnelle, donc je vous encourage à vous poser la question si vous ne seriez pas parmi les personnes qu'il faut pour que le comité puisse tenir cette activité-là encore cette année. Donc, c'est par les étudiants, pour les étudiants, mais le reste du personnel de l'IDIS peut s'impliquer, soutenir cette activité-là de différentes façons. Et Justin vous invite à 15h cet après-midi au local 3225 pour une rencontre du comité de la journée étudiante. Donc, je vous invite à aller le voir si vous êtes curieux ou voir comment vous pourriez vous impliquer. Allez voir Justin et sa bande à la réunion de cette après-midi. Ça m'a fait à ma présentation. J'ai vraiment plus de jasette que je pensais. Mais je complète
c'est pas vous qui allez me poser des questions, donc vous pourrez s'en face. Mais c'est plutôt moi qui ai des questions à vous poser. Vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse aujourd'hui. Vous pouvez y réfléchir, m'envoyer votre réponse par courriel plus tard. Mais je vais vous donner la parole. Puis, parmi les questions qu'on pourrait se poser collectivement, c'est qu'est-ce qui fonctionne déjà bien à l'IBIS? Moi, j'ai identifié des choses, mais peut-être que vous voyez d'autres choses qui fonctionnent bien. Quelles sont nos forces? Qu'est-ce que vous souhaitez, comment est-ce que vous souhaitez vous impliquer dans la vie collective de l'IBIS? Il y a différentes façons que vous pourriez faire ça. Vous n'êtes pas obligé de me dire, donner votre réponse aujourd'hui pour ça, mais je vous invite à y réfléchir parce que dans le fond, c'est comme en politique, hein, quand on n'est pas content de quelque chose, la meilleure façon, c'est de s'impliquer pour le changer. Donc, c'est un peu la même chose ici. Puis, selon votre perspective, quelles sont les limitations, les enjeux auxquels nous faisons face en tant qu'institut? Ça peut être autant en tant qu'institut, pour le fonctionnement de l'institut, mais en tant qu'institut de recherche. C'est quoi nos enjeux? Vous allez pouvoir me parler d'argent, ça c'est sûr. On en aurait toujours plus, ça serait mieux. Mais en dehors de ces aspects-là de financement, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pensez qui pourrait être pertinent? Donc, sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus.